Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la lecture du jour et j'ai décidé de vous lire un extrait d'un ouvrage que j'ai lu d'une traite il y a 2 jours et que j'ai adoré. J'ai vraiment apprécié cette lecture. Il s'agit de L'été où je suis devenue vieille de Isabelle de Courtivron. Alors déjà ça a été édité par l'Iconoclaste et il faut savoir que j'aime beaucoup cette maison d'édition. On retrouve souvent pas mal de témoignages intéressants. Et là, j'ai aimé ce témoignage, donc c'est le témoignage d'Isabelle de Courtivron, qui a 73 ans aujourd'hui, et qui parle de la vieillesse et de la manière dont la société aborde un peu la vieillesse. Donc, on découvre la manière dont Isabelle de Courtivron a l'impression d'un coup qu'elle est devenue vieille, qu'elle est transparente dans notre société. Elle nous raconte un peu ses tracas. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'elle nous parle de son passé, et de la manière dont elle est devenue femme et dont elle a appréhendé le féminisme. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Moi qui essaye d'écrire un livre, qui écris en ce moment un livre là-dessus, j'ai trouvé que c'était très instructif et que c'était un point de vue très intéressant. Voilà. Donc je vais vous lire un extrait aujourd'hui. J'espère que celui-ci vous plaira. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve tout à l'heure. J'ai du mal à me regarder dans la glace quand je sors de mon bain. Il paraît qu'en vieillissant, soit on grossit, soit on maigrit, ce qui est mon cas. Moi qui ai fait attention toute ma vie à ne pas prendre de poids, je ne m'attendais pas à devenir maigre sans faire le moindre effort. Maigre? Efflanquée même. Les plis sur mes cuisses me font parfois penser à ceux d'un animal préhistorique. La peau des bras qui pend me donne un air décharné. Je ne suis pas l'une de ces femmes qui ont été belles. Je n'avais pas un corps particulièrement bien fait. Mais au moins il était ferme et souple. Maintenant il est flasque, quels que soient mes efforts pour ne pas totalement perdre mes muscles. Les femmes rondes ont moins ce problème. Une amie m'a dit un jour, « Tu sais, la différence entre nous et les jeunes, c'est la peau. » Elle n'avait pas tout à fait tort. Cette évolution a été insidieuse et je ne l'avais pas repérée. Un jour, je me sentais bien en maillot de bain, le lendemain, c'était un supplice d'en essayer un. Un jour, j'admirais une nouvelle bague sur mes mains. Le lendemain, je ne voyais plus que mes taches brunes et mes doigts qui commençaient à se déformer. Cet été-là, j'ai scruté encore plus attentivement que d'habitude le corps des personnes que je croisais dans la rue. Les hommes d'un certain âge ont tendance à avoir un ventre rebondi, parfois même carrément protubérant, sanglé par leur ceinture. Les femmes se maintiennent mieux en général. Elles consacrent beaucoup plus de temps et d'argent à leur apparence et peuvent profiter des bienfaits du maquillage et de vêtements choisis avec soin, qui détournent en partie l'attention de leur corps. Car montrer un corps vieilli est rédhibitoire dans notre société qui valorise la beauté et la jeunesse des femmes sans se préoccuper autant du corps des hommes. Il y a longtemps que je ne porte plus que des hauts à manches longues, navrée de ne plus pouvoir acheter les plus ravissants qui m'allaient pourtant si bien. Ou alors il faudrait que je fasse chaque jour des haltères dans l'un de ces horribles clubs de gym où les seniors, aînés ou anciens, tous ces mots qui m'insupportent, ne sont pas vraiment les bienvenus parmi tous ces jeunes qui se musclent bruyamment. L'hiver, c'est plus facile, tout le monde se couvre et l'on retrouve une certaine égalité. Je me suis toujours moquée des femmes âgées qui disaient avoir mal aux pieds et ne savaient comment se chausser. Je portais des talons avec plaisir et je collectionnais les jolies chaussures. Hélas, mes pieds se sont déformés au point de me poser des problèmes physiques et esthétiques. J'ai dû renoncer à porter l'été des sandales qui dévoileraient mes orteils cabossés par l'hallux valgus, fléau auquel échappent peu de femmes. L'hiver, je ne peux pas davantage arborer ces ravissantes paires de chaussures pointues à talons hauts qui maintenant me font souffrir. Heureusement, la mode est pour l'instant au basket et cela m'aide à atténuer ma déception. Est-ce cela la vieillesse? Non seulement accepter d'être invisible aux yeux des autres, les hommes, les jeunes, mais participer pleinement à cette invisibilité en cachant son corps et ses rides? En passant trop de temps dans les magasins pour essayer de trouver des affaires qui ne conviennent pas uniquement à celles qui ont 30 ans de moins? Jusqu'à quand refuser le confort afin de garder une apparence artificielle de féminité et souffrir pour être belle comme le veut le dicton social, pourtant bien arbitraire, sinon carrément nocif? Brusquement, pendant cet été-là, j'ai vu le vieillissement. Le mien d'abord, puis celui des autres, partout autour de moi. J'ai du mal à accepter que les actrices et acteurs qui rayonnaient de beauté pendant leurs années de gloire continuent à s'accrocher et à se montrer aujourd'hui métamorphosés, d'une façon presque caricaturale. Je souffre même que ma petite chienne n'ait plus l'air aussi jeune, fringante et énergique que sur les photos d'il y a quelques années.
Je n'ai jamais voulu être esclave du regard et du jugement des autres. Lorsque j'étais jeune, je me suis juré de refuser les injonctions de la société. Mais je dois l'avouer, depuis quelques années, je n'ai pas le courage de m'accepter telle que je suis devenue. Mon attitude équivaut à une forme d'autocensure. Décidément, je me déçois beaucoup. Chapitre 8. Sisterhood is powerful. La sororité est puissante. Il est difficile pour une rebelle de ma génération de se trouver reléguée au rang de féministe historique. Je me surprends parfois à être sur la défensive face à celles qui, ayant profité des grands changements sociétaux arrachés grâce à nos batailles, nous critiquent, parfois de manière légitime, en oubliant les énormes progrès accomplis. À une époque, chez des jeunes femmes qui ont pourtant tant bénéficié du chemin que notre génération, dans les années 70, a taillé dans la jungle du patriarcat, le mot féminisme était devenu ringard. Nos luttes leur ont pourtant permis de revendiquer une existence au lieu de subir un destin. Comment expliquer à celles qui ne les ont pas vécues la force des révélations qui s'amoncelaient avec une rapidité étourdissante lorsque j'avais leur âge ? 1969. J'ai assisté alors à toutes les réunions de consciousness raising, de sensibilisation, qui sont à la base du mouvement féministe sur les campus. Nous nous retrouvions plusieurs fois par semaine dans une salle de classe que nous avions libérée ou dans l'appartement défraîchi de l'une ou de l'autre. Nos conversations tournaient autour des lectures féministes, de plus en plus nombreuses. Moi qui avais toujours pensé que le viol était justifié par une mini-jupe ou une soirée trop arrosée, j'éprouvais alors un choc à la lecture du livre de Susan Brown Miller, Against Her Will, le viol. Elle remettait en question la définition classique du viol comme étant motivée par le désir d'un homme pour une femme qui, souvent, l'a bien cherché et donc bien mérité. Brown Miller expliquait qu'il ne s'agissait aucunement de désir, mais d'une arme d'intimidation et de pouvoir dont la menace constante contribuait à la domination, même inconsciente, des femmes. Il s'agissait pour moi d'une révélation. J'avais jusqu'alors accepté les arguments patriarcaux qui nous culpabilisaient et nous accusaient pour nous victimiser. Oui, c'est ainsi que je parlais à l'époque. Parfois, lorsque ces discussions quittaient le strict domaine intellectuel, je restais toute oui, mais m'engageais moins. Ce soir-là, le sujet était le mythe de l'orgasme vaginal, et donc la découverte et la célébration du clitoris. Cette explication rassurait celles qui se croyaient jusqu'ici frigides, car nous connaissions si peu nos propres corps que nous avions accepté l'empire de la pénétration vaginale censé régir toute la sexualité et le plaisir féminin. Je saisissais mieux mon incompréhension devant tous ces romans et films dans lesquels les femmes gémissaient avec extase sous le corps d'un homme dès qu'il les pénétrait. J'apprenais maintenant que les femmes jouissaient rarement de cette façon, et pire, qu'elles s'en sentaient souvent coupables, honteuses, anormales. J'en étais abasourdie. La découverte de la sexualité féminine, si longtemps occultée, allait permettre aux femmes, moi comprise, non seulement de comprendre leur corps, mais de suivre leur véritable désir et d'y répondre. À la fin de cette soirée mémorable, certaines décidèrent que notre prochaine réunion serait consacrée à des travaux pratiques. Comment reconnaître visuellement notre clitoris et apprendre à se masturber. Là, je calais. La petite bourgeoise pudique que j'étais, restée, malgré les excès dont je me vantais, se sentait absolument incapable de participer à cette session. Nos autrices féministes, qui ont souvent eu la réputation de n'avoir aucun humour, peuvent se révéler merveilleusement sarcastiques. Nous avons ri aux larmes en lisant l'essai de Gloria Steinem, If Men Could Menstruate, si les hommes pouvaient avoir leurs règles, un texte hilarant, mais également terriblement instructif, sous ses abords ironiques. Dans cette parodie, elle renverse les rôles en imaginant que tout d'un coup, le cycle menstruel est réservé aux hommes, faisant ainsi exploser les perceptions négatives bien établies, associant les règles avec la faiblesse, la maladie, le secret, la honte et parfois même une malédiction mythologique. Brusquement, les menstruations deviennent un événement glorieux, enviable et récompensé par toute la société. Cette stratégie de renversement des rôles m'ouvrit grand les yeux. C'est un argument qui m'a ensuite toujours été utile pour défendre une cause. Parfois mes découvertes me sidéraient, comme celle de la différence fondamentale entre sexe et genre que Beauvoir avait déjà théorisée en 1949. On ne naît pas femme, on le devient. Et qui, par le biais de l'énergique deuxième vague du féminisme, devint le socle sur lequel seront bâties toutes les analyses transformatives sur la construction et la reproduction sociale du genre. Ainsi, Kate Millett dans Sexual Politics, la politique du mal, qui démontait le pouvoir patriarcal dans son versant aussi bien sexuel qu'économique, politique et littéraire, en exposant ses soubassements spécieux renforcés par la société.
je décidai de construire ma thèse de doctorat en littérature, en partie sur ces arguments, alors peu connus en France. J'avais d'ailleurs le livre de Millette à la main lorsqu'on m'a remis mon diplôme à la Brown University. Je sortais de ces longues soirées comme une zombie. C'était le début de l'hiver en Nouvelle-Angleterre. Il faisait nuit dès 16 heures et il commençait à neiger sérieusement. Mais ni le froid ni l'obscurité ne pouvaient me démoraliser. Grâce à cette libération de la parole entre filles, j'avais enfin identifié les erreurs sur lesquelles reposait l'idée prédominante sur les différences biologiques, dites naturelles, qui justifient universellement les définitions rigides de masculinité et de féminité et les hiérarchies entre celles-ci. Les textes féministes n'essaient pas de nous convaincre que les différences biologiques n'existent pas, mais que les valeurs que la société leur attribue et qui régissent la vie des femmes sont frauduleuses. Chaque soir, je rentrais dans mon petit studio, enivrée par le vin bon marché, les paroles incessantes, les moments affectueux de ce que nous appelions notre sisterhood, sororité, et les fous rires. Nous partagions les mêmes expériences, alors que j'avais toujours cru être seule à les vivre. Je me sentais merveilleusement étourdie, comme si j'avais passé des heures dans les montagnes russes. Avec nos mouvements de protestation, la fac était toujours en grève pendant ces mois-là, et depuis longtemps je n'allais plus en cours. Je ne croyais plus à ce que mes profs débitaient. En revanche, je découvrais une littérature nouvelle qu'ils n'enseignaient pas, comme l'écriture incandescente de Toni Morrison, dans The Bluest Eye, l'œil le plus beau, qui me fit prendre conscience des horreurs du racisme qui pénalise doublement les femmes. J'étais saoule de découvertes, de colère et d'espoir. Je sus alors ce que je transmettrais quand je serais étudiante. Mon avenir ne me semblait plus aussi stérile que je le craignais. Longtemps, quand le mot féminisme fut devenu presque une insulte, j'ai désespéré de pouvoir transmettre aux jeunes ce que j'avais appris pendant les longues soirées renversantes de mes 20 ans. Mais les choses ont changé ces dernières années. J'ai commencé à me rendre compte lorsque mes étudiants et étudiantes ont vibré à la lecture de King Kong Theory de Virginie Despentes. Je constate aujourd'hui que les jeunes femmes s'approprient de plus en plus leur liberté, leur corps, leur travail et leurs choix sexuels, affectifs, professionnels. Les jeunes hommes partagent davantage les responsabilités traditionnellement féminines. Le cyberféminisme a supplanté nos discours d'autrefois. Les réseaux sociaux, blogs, fanzines, webzines et bandes dessinées ont remplacé nos anciens groupes de sensibilisation et la prolifération des tracts, articles, pamphlets et livres militants. Cela me réjouit et justifie nos actions passées, même si les thèmes ont en partie évolué. Les revendications se sont élargies, elles sont plus vastes, plus inclusives, plus diverses. Les jeunes féministes continuent à mettre l'accent sur le corps, revendiquant le pouvoir de parler de leur sexualité et refusant d'être éduquées à devenir des objets du désir masculin. Elles dénoncent non seulement la culture du viol, mais aussi toute forme de harcèlement, surtout depuis l'énorme impact de MeToo. Elles s'élèvent aussi bien contre les féminicides que contre les inégalités salariales. Elles exigent la PMA pour toutes. Grâce à l'influence des études de genre, elles militent pour la fluidité sexuelle, pour les identités trans. Elles reprennent ainsi et intensifient nos batailles des années 60 et 70, défendent les droits déjà acquis, bien que perpétuellement remis en question, et en exigent de nouveaux. Je suis heureuse, 50 ans plus tard, et après une décourageante traversée du désert, de pouvoir constater la permanence de mes idées et de mes combats de jeunesse. Mais devenir vieille, c'est aussi s'abstenir de se lancer dans des arguments, parfois datés, et savoir laisser la place aux jeunes. Je n'ai pas l'énergie de suivre tous les débats sur les réseaux sociaux, de lire tous les blogs, et je ne suis pas sûre de pouvoir expliquer avec suffisamment de fougue et de précision l'importance de certains nouveaux enjeux. Je suis heureuse de savoir que nous n'avons pas autant régressé que je l'appréhendais, mais je suis maintenant à la fois trop proche et trop loin de cette actualité. À elle et à eux, cette vague, c'est leur tour. Depuis l'été où je suis devenue vieille, je dois accepter de ne plus être dans la position de la militante engagée, mais dans celle de l'observatrice solidaire. Ce combat m'a construite, il m'a structurée pendant des décennies et m'a aidée à devenir la femme que je suis. J'y demeure très attachée, mais à présent, d'autres le mèneront. Voilà pour la lecture d'aujourd'hui. J'espère que celle-ci vous a plu et vous a donné envie d'en savoir plus sur cet ouvrage. En tout cas, je vous le conseille vivement. Ça vaut le détour, ça se lit très facilement, c'est un vrai petit bonheur. Donc, je vous souhaite une bonne continuation et je vous retrouve très vite pour une prochaine lecture. Bye!